À la fin du XIIe siècle, la mort prématurée de Frédéric Ier Barberousse a précipité le déclin des Hohenstaufen. À peine couronné empereur en 1191, Henri VI, son fils, organise une expédition militaire en Italie inférieure, avec comme objectif la conquête du royaume de Normand de Sicile, qui finalement réussit en 1194. L'empereur, fort de sa domination, croit en la création d'un pouvoir central dominant, capable de balayer les oppositions, mais aussi de résister à l'Église. Mais en 1197, sa mort prématurée bloque tout espoir. C'est tellement le bazar que deux rois sont élus. D'un côté, Philippe de Souabe, l'oncle de Frédéric, devient Philippe Ier. De l'autre, à Cologne, Othon de Brunswick, de la dynastie des Welf, prend le nom d'Othon IV et affronte farouchement Philippe, tandis qu'entre les deux, le jeune Frédéric II, le fils d'Henri VI, pourtant désigné roi de Germanie 2 ans plus tôt, cherche désespérément à faire valoir son autorité. À partir du XIIIe siècle, l'époque médiévale change. Avec elle, le système juridique est modernisé, notamment par l'entreprise de Louis IX en France. Dans le Saint-Empire, l'autorité centrale s'affaiblit et l'interrègne n'arrange pas la situation. S'ensuit pour l'Empire une longue, très longue période de troubles de plusieurs siècles, et ça conduit à nous demander comment, entre le début du XIIIe et le milieu du XVIe siècle, l'autorité centrale germanique a-t-elle manœuvré pour ne pas être déchirée par les querelles, les complots et les tentatives d'usurpation de la part des princes de l'opposition. Bien le bonjour, mes chers amis, bienvenue sur Bazar Historique pour votre leçon d'histoire, votre émission d'histoire préférée. Aujourd'hui, dans ce 17e épisode, nous allons, dans la continuité de l'épisode précédent, évoquer l'histoire politique du Saint-Empire romain germanique, cette fois-ci entre le XIIIe siècle et le milieu du XVIe siècle. Sans plus attendre, installez-vous confortablement, prenez votre boisson chaude et c'est parti pour cet épisode. Au début du XIIIe siècle, son grand voisin, le royaume de France, a considérablement étendu son rayonnement culturel jusqu'à atteindre des terres d'empire limitrophes, comme le comté de Bourgogne. Bien que n'étant pas sous le giron français, des villes-principautés impériales comme Lyon font appel à la justice royale française réputée efficace depuis le début du règne de Louis IX. De leur côté, les princes électeurs étendent une influence politique qui, avec l'affaiblissement de l'autorité impériale, devient de plus en plus influente. La péninsule italienne, autrefois sous domination impériale, est soustraite à cette dernière. Il faut attendre les années 1310 à 1313 pour voir un retour de la position impériale en Italie, avec la campagne militaire d'Henri VII. Par ailleurs, le début du XIVe siècle est marqué par un retour sur le devant de la scène politique de la confrontation entre l'Empire et la papauté. En 1309, afin de se prémunir d'une intervention militaire impériale, le pape et son collège des cardinaux s'extirpent de Rome pour poser bagages à Avignon. Cette période, inédite dans l'histoire de l'Église de Rome, va durer longtemps. En effet, elle se scinde en deux parties. D'abord, jusqu'en 1378, date du grand schisme d'Occident, il n'y a qu'un pape, unique. Il s'est juste déplacé, troquant Rome contre Avignon comme lieu de résidence pour un temps. Par ailleurs, les 7 papes qui se succèdent dans cette phase avignonnaise sont tous français, et pour la plupart, originaires de Languedoc. Puis, jusqu'en 1418, où 2 papes entrent en confrontation, l'un à Avignon, l'autre à Rome, et même un troisième, l'éphémère pape de Pise, Alexandre V d'abord, entre 1409 et 1410 par le concile de Pise, et enfin Jean XXIII, son successeur, antipape jusqu'en 1415, avant d'être déposé par un autre concile, celui de Constance, convoqué par l'empereur Sigismond Ier. Pourtant, et les médiévistes en sont certains, les moyens à disposition de l'empereur s'amenuisent. C'est ce qu'avance l'historien Jean-Marc Albert qui justifie un tel recul par l'émergence et la multiplication des principautés jusqu'aux marges de l'Empire. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à la fin des Hohenstaufen.
les princes électeurs font le choix d'élire des représentants de maisons secondaires pour espérer jouer de leur influence politique. On peut résumer la pensée de Jean-Marc Albert avec ces quelques mots. Ouvrez les guillemets, la réalité du pouvoir appartient aux princes. Fermez les guillemets, qu'il cite scrupuleusement. Le roi de Bohême, les ducs de Bavière et de Brunswick, les archevêques de Cologne, de Trèves et de Mayence, le margrave de Brandenbourg. Tandis que les hostilités envers la papauté reprennent sous le règne de Louis IV, empereur entre 1328 et 1347, les empereurs de la seconde moitié du XIVe siècle font le choix de la germanité. Avec la publication de la Bulle d'Or en 1356, les souverains consacrent davantage les terres germaniques de l'Empire, procédant à une restauration de ce dernier depuis son centre le plus profond, les terres de l'ancienne Francie orientale. Malgré tout, aux frontières du Saint-Empire romain germanique, la menace se veut grandissante. À l'est, les Turcs multiplient les conquêtes, tandis qu'à l'ouest, Français et Bourguignons revendiquent des territoires. Au sein même de l'Empire, c'est la Bohême qui, sous l'impulsion des Hussites, un mouvement religieux découlant de la pensée de Jean Hus, s'est carrément révoltée contre la couronne en 1419. Pour rappel, la Bohême, cette région riche, aux limites de l'Occident médiéval, est devenue un royaume vassal de l'Empire au XIIe siècle. Grâce à la famille des Luxembourg, elle devient même le centre politique lorsqu'Henri de Luxembourg, Henri VII, est couronné empereur le 29 juillet 1312. En 1437, le pèlerin de la paix, selon une expression du médiéviste Francis Rapp, l'empereur luxembourgeois Sigismond Ier meurt. Avec lui, c'est toute une branche qui s'éteint, plus de 125 ans après son intronisation au sommet de l'État. En 1452, le nouvel empereur couronné, c'est Frédéric III de Habsbourg. Cette couronne, qu'il porte jusqu'en 1493, n'aura en réalité jamais quitté cette maison princière. En effet, jusqu'au début du XIXe siècle, et même encore plus loin, les Habsbourg domineront successivement le Saint-Empire romain germanique et l'Empire austro-hongrois. Mais la succession, au sein de l'Empire, comment ça fonctionne ? Par exemple, Sigismond, en tant que roi de Hongrie, fut couronné dans un climat de tension entre ses partisans et la haute noblesse, des tensions extrêmes. En 1411, en devenant empereur, Sigismond avait à cœur de se poser en champion des intérêts de la chrétienté latine, loin d'être un leader sur le champ de bataille. Or, et c'est un point que l'on se doit d'éclaircir avant son couronnement, l'acte qui conduit à la sacralisation de sa personne, l'empereur est élu. On appelle ça le Königswahl. Quant au corps électoral, il s'agit du Gremium, car à l'origine, le Saint-Empire est une monarchie élective. Le souverain est élu, tout comme son successeur. En 1356, selon les modalités de la Bulle d'Or, que l'on évoquait plus tôt, 7 princes électeurs constituent ce Gremium. En effet, depuis le XIIe siècle, l'État a considérablement réduit la part de ces princes afin d'en limiter l'influence et réduire les risques de voir la dignité impériale être accaparée par une maison secondaire. Un autre détail important, le souverain peut, de son vivant, désigner puis élire son successeur. On comprend mieux pourquoi la maison des Habsbourg a détenu l'autorité suprême au sommet de l'État pendant pas moins de 354 ans, de 1452 à 1806. À peine arrivés au pouvoir, les Habsbourg entendent bien donner une dimension nouvelle à l'Empire. Ainsi, entre 1452 et 1556, seulement 3 empereurs se succèdent. Frédéric Ier, Maximilien Ier et Charles Quint. Ce sont de véritables souverains réformateurs qui entreprennent tour à tour une totale refonte de l'État. Frédéric, le premier d'entre eux, bien que très occupé en Rhénanie en pleine guerre de succession d'Autriche, il défait Charles le Téméraire en 1474, il a durablement consolidé l'implantation habsbourgeoise au sommet de l'Empire en créant notamment la devise de la maison « Austriae est imperare orbi universo » ou, en français, « Il appartient à l'Autriche de gouverner le monde ». En effet, les territoires autrichiens sont étroitement liés à la famille impériale. Par ailleurs, c'est sous Frédéric qu'est définitivement acté le déplacement du centre de gravité politique vers les territoires situés sur l'actuelle Autriche.
Pour faire simple, il a passé une bonne partie de son règne à chercher les causes de l'affaiblissement passé de l'autorité impériale et à y remédier. Son fils, Maximilien Ier, poursuit sur la même lancée et cherche à réformer l'Empire dans son intégralité. Ainsi, il inaugure en 1495 le Gemeiner Pfennig, le denier commun. En gros, sont imposés l'ensemble des sujets impériaux dès l'âge de 15 ans, hommes, femmes, ecclésiastiques doivent y contribuer. C'est un impôt personnel sur la fortune et le revenu. Mais ce n'est pas tout, puisque le 7 août 1495, il instaure l'Ewiger Landfrieden, la paix perpétuelle, qui a décrété la suspension définitive du droit de se rendre justice soi-même dans tout le Saint-Empire romain germanique, même si, bien évidemment, et on s'en doute, dans les faits, les querelles ne s'arrêtent réellement jamais, même au siècle suivant. Justement, le début du XVIe siècle, parlons-en. Administrativement, l'Empire se densifie, il se judiciarise avec la promulgation d'édits de police en 1530 et en 1548. C'est aussi dans cette première moitié du XVIe siècle qu'il se dote d'un cadre pénal officiel. En 1532, la Constitutio Criminalis Carolina met un terme à l'arbitrage judiciaire en plus de prescrire l'affichage des débats et la publication des jugements. Mais c'est surtout dans cette partie du siècle que l'Empire doit faire face à un nouvel ébranlement, théologique cette fois-ci, la réforme protestante. En 1517, Martin Luther placarde sur les portes de son église de la Toussaint de Wittenberg les 95 thèses. C'est le début de la réforme protestante dans le Saint-Empire romain germanique. La vente des indulgences, autorisée par l'Église catholique et notamment par le pape Léon X, est vivement critiquée par Luther. Mais en 1521, il est mis au banc de l'Empire par l'édit de Worms. Mais pour l'Empire, c'est déjà trop tard car la réforme, dans les années 1520, a un véritable succès. La Diète d'Empire, une autre invention des Habsbourg, a tenté de se charger de la question mais sans grand succès. Pour preuve, en 1524, la Diète de Nuremberg a proclamé que tous, entre guillemets autant que possible, doivent s'en tenir aux instructions de l'édit de Worms. Charles Quint, le nouvel empereur depuis 1520, vit sous la crainte d'une guerre de religion et souhaite éviter à tout prix une division théologique durable au sein de son empire. Clairement, entre les années 1520 et 1550, l'Empire doit faire face à des tumultes nombreux. Par exemple, entre les années 1520 et 1550, l'Empire doit faire face à des tumultes divers. Entre 1524 et 1526, le monde paysan se soulève et, au sud, des vastes mouvements de contestation font rage, notamment contre l'abolition des corvées, que le souverain impose à ses sujets. C'est d'ailleurs grâce à la corvée que le royaume de France, au XVIIIe siècle, a parachevé un système de voirie titanesque pour l'époque et fait office de prémisse pour le développement des routes tout au long du XIXe siècle. Mais revenons au Saint-Empire, au XVIe siècle, car sous le règne de Charles Quint, un deuxième événement vient secouer l'Empire. C'est l'invasion ottomane. En 1526, les troupes de Soliman Ier, dit le Magnifique, marchent sur la Hongrie. Car pour rappel, depuis 1453, l'Empire d'Orient a chuté et les Turcs seldjoukides ont fait main basse sur l'ensemble de ces territoires. L'Empire ottoman est ainsi né. À la bataille de Mohacs, le royaume de Hongrie chute et les troupes ottomanes peuvent déferler sur le reste de l'Empire. La Hongrie est même divisée en trois et Vienne, la capitale, est occupée. D'un côté, les Ottomans. De l'autre, le Saint-Empire, et enfin, des princes régionaux occupent la dernière partie du territoire. Charles Quint est acculé. Son rival, François Ier, le roi de France, a même apporté son soutien à Soliman, et Charles Quint cherche de son côté à nouer des liens avec les Séfévides, qui règnent alors sur la Perse. Finalement, en 1547, il signe un accord de paix avec les Ottomans, et dans la foulée, mate une rébellion de princes protestants, les chefs de la Ligue de Smolcad, après une lutte armée de plus d'1 an. En 1548, la Diète d'Augsbourg promulgue l'intérim d'Augsbourg, qui décrète la poursuite de l'autorisation des pasteurs à se marier et les protestants non membres du clergé à communier.
Concrètement, ce que souhaite Charles Quint, c'est garantir la stabilité de l'Empire. Alors qu'il cherche à rallier les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne, les révoltes princières se poursuivent çà et là. Finalement, c'est la paix d'Augsbourg qui, en 1555, met définitivement un terme à la seconde guerre des margraves, opposant Albert II, margrave de Brandenbourg-Kulmbach, c'est-à-dire noble et chef militaire d'une marche, à Charles Quint. En 1556, il abdique en faveur de son frère, le roi des Romains Ferdinand. Et, à sa mort en 1557, une paix notable, sans réel conflit majeur, s'est installée de façon durable dans l'Empire. Cette trêve, entre guillemets, a duré jusqu'à la fin du XVIe siècle. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à le partager, le liker. Et également, je tenais à vous remercier. On est 808 abonnés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est hyper important pour le référencement de la chaîne et pour diffuser l'histoire, la passion de l'histoire et de la recherche. C'était Bazar Historique, on se retrouve lundi prochain 18h pour une nouvelle vidéo et mercredi prochain 18h également pour la troisième et dernière partie de cette série de vidéos sur l'histoire politique du Saint-Empire romain germanique. On se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous en fonction de quand vous regardez cet épisode. Ciao.